Voilà, je me doutais bien que cette session engendrerait beaucoup de réactions, mais donc on a la chance d'avoir une deuxième possibilité de se nourrir l'esprit avec Laurine Pinazzo. Ah, ok. Donc Laurine Pinazzo vient de commencer une thèse en philosophie à l'université Paris-Cité, dont l'intitulé est le suivant: Aborder l'inceste après MeToo, un nouveau régime de discours et de nouvelles subjectivités. Et puis je vais quand même vous présenter ces sujets de master parce que voilà, ils sont assez courageux, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais voilà. Donc premier mémoire qui s'intitule Le MeToo inceste a-t-il brisé le tabou de l'inceste? Analyse philosophique d'un mouvement de libération de la parole. Et un second mémoire intitulé La philosophie pro-pédophile des années 70 en France. Une philosophie de l'émancipation de l'enfance tronquée. Voilà. Eh bien, merci Laurine et à toi la parole. Je vais moi aussi me décaler. Hop. Pour mettre ça pour la main. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il faut peut-être rallumer le vidéoprojecteur? Ah. Comment on avait fait? Attends. Essayez de dupliquer après le sur attendre. Allez-y, mettez sur attendre. Non. On va réessayer. Hop. Ah. Petite pause. Ah, ben voilà, ça marche. Tant pis pour vous, je finis ma phrase alors. Non, c'est l'inverse. Ah. Ouais. Pour vous, pour l'organisation, pour vous dire qu'après, donc, on va avoir encore quelque chose sur place. Et puis après, donc, la pièce de théâtre qui est à 19h, c'est juste à côté. C'est l'amphi d'à côté. L'amphi Vareille. Je sais pas. Ouais. Ah, c'est bon. C'est bon. Ok. Merci. Bon, bonjour à tous. J'aimerais commencer par remercier les organisatrices de ce colloque passionnant, de m'avoir fait confiance en tant que jeune masterante lorsque j'ai proposé cette communication, et aujourd'hui en tant que tout nouvellement doctorante pour vous présenter mes recherches. Je voudrais aussi remercier Daniel pour la communication qu'il vient de nous présenter, qui va faire, vous allez le voir, très largement écho à ce que je vais vous présenter maintenant. J'avais d'abord proposé, pour cette communication, d'analyser les biais adultocentristes qui traversent les théories du tabou de l'inceste en sciences humaines et sociales, d'où son titre, et que j'analyserai donc en première partie. Ces analyses, elles sont tirées du coup de mon premier mémoire de recherche qui se demandait justement si le MeToo inceste avait brisé le tabou de l'inceste. Mais depuis cette proposition de communication, mes travaux, ils ont beaucoup évolué, et notamment parce que j'ai fait un second master et donc un second mémoire de recherche qui portait cette fois-ci, comme l'a expliqué Cécile, sur la philosophie pro-pédophile des années 1970 en France. Et justement, avec l'approche de ce colloque, je me suis penchée plus précisément sur ce thème de la misopédie, et j'aimerais donc aborder dans une seconde partie de ma communication la manière dont le mépris des enfants a pu insuffler un certain discours philosophique sur l'enfance, notamment du coup pendant les années 1970. Mais commençons donc par l'adultocentrisme au cœur des théories du tabou de l'inceste. Dans cette première partie de ma communication, je commencerai par caractériser ce que je désigne par inceste, mais aussi par cette expression de théorie du tabou de l'inceste, pour ensuite montrer les biais adultocentristes qu'elle porte en elle.
Le terme d'inceste, il est en lui-même déjà assez difficile à définir, selon qui l'emploie à travers l'histoire, les cultures et les domaines. Il ne désigne pas forcément la même chose. Dans la société civile, Daniel l'a dit, et ce notamment depuis l'année 2021, qui fait en effet jalon dans la mise à l'agenda politique de la lutte contre l'inceste en France, avec, on l'a dit, le hashtag #MeTooInceste, la famille agrandée, l'affaire du Hamel, qui aboutissent 3 ans plus tard à la création de la Civis. On tend à définir l'inceste comme une violence sexuelle à l'encontre d'enfants mineurs au sein de la famille. Mais cette définition de l'inceste comme un crime sexuel à l'encontre des enfants et de leur intégrité physique, elle est relativement récente. Au Moyen-Âge, par exemple, l'inceste est un crime de luxure qui englobe auteur et victime dans une même faute. En outre, les cours pénales du XVIIIe siècle, elles désignaient par inceste toute union sexuelle entre parents auxquels le mariage était interdit, ce qui englobe à la fois un père et sa fille, mais aussi un parrain et sa filleule, un père et sa belle-fille, ou même un confesseur et sa pénitente. Il s'agissait alors d'une transgression des normes communautaires, religieuses et étatiques, et non d'un crime contre l'intégrité physique et sexuelle des personnes. Et en cela, il se distinguait du rapt et du viol, qui étaient, eux, commis avec violence, là où on considérait que les personnes impliquées dans une union incestueuse étaient consentantes. Et en cela, les cours pénales ne reconnaissaient pas de victimes. L'inceste, c'était donc un crime de mœurs ou de luxure, au même titre que l'adultère, l'avortement ou la polygamie. Et ainsi, à la Révolution, il est même décriminalisé. Il n'intègre pas le premier code pénal français, parce que, d'après les révolutionnaires, il n'appartient pas au droit positif de punir un crime qui relève de la morale, d'autant plus que cette immixtion de l'État dans la sphère privée conférerait à la transgression une publicité encore plus nocive. En fait, ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que l'acception de l'inceste en termes de moralité est progressivement exclue pour laisser place à une acception fondée sur la protection de l'enfance, puis à partir du XXe siècle, autour de la notion de consentement. Du côté des sciences sociales, c'est aussi assez récemment que l'acception de l'inceste comme un crime sexuel apparaît. En anthropologie, tout d'abord, où la notion d'inceste, elle est fondamentale et elle a fait l'objet d'une étude spécifique dès les premières heures de la discipline. L'anthropologie structurale française, héritée de Claude Lévi-Strauss, considère avant tout l'inceste comme un interdit d'alliance. C'est Dorothée Ducy qui, en 2013, avec son célèbre ouvrage intitulé « Le berceau des dominations », qui redéfinit l'inceste comme un crime sexuel à l'encontre des enfants dans la famille et qui dénonce par là même l'incapacité de sa discipline, donc l'anthropologie, à le considérer comme tel. Elle ouvre ainsi son introduction et je vous propose ici de relire ensemble ce passage qui est très fort, très dur, mais je pense aussi très important à réénoncer. Elle dit « Tous les jours, près de chez vous, à Lyon, à Paris, à Barcelone, à Toronto, à Mexico ou à Dallas, un bon père de famille couche avec sa petite fille de 9 ans. Ou parfois, elle lui fait juste une petite fellation. Ou c'est un oncle avec son neveu. Ou une grande sœur avec sa petite sœur. Le terme consacré pour désigner ces pratiques sexuelles imposées à un enfant de la famille est inceste. Madame et monsieur, médecins, magistrats, journalistes, écrivains, auteurs de théâtre, chanteurs, historiens, psychologues et psychiatres définissent ainsi l'inceste. C'est ainsi que tout le monde définit l'inceste, en fait, à l'exception des anthropologues qui n'ont pas de nom pour cette pratique courante de la vie quotidienne dans les familles, happés qu'ils ont été par l'attention portée à la théorie de l'interdit de l'inceste. Pardon, j'ai passé un peu vite. Cette théorie de l'interdit de l'inceste ou du tabou de l'inceste, qui selon Ducy constitue un poids aveugle de la discipline anthropologique, mais qui a aussi contribué selon elle à jeter le voile sur les phénomènes incestueux et alétères, c'est celle développée par donc, l'anthropologie structurale dans la lignée de Claude Lévi-Strauss. Il s'agit d'une théorie de la prohibition de l'inceste qui considère celui-ci comme un interdit transculturel qui, en obligeant à l'exogamie, régit les règles d'alliance et de parenté d'une société donnée. Et en cela, la prohibition de l'inceste marque le passage de nature à culture. L'inceste, interdit partout,
et le tabou par excellence. Et justement, à ce sujet, Ducy écrit « Les sciences sociales ont joué un rôle particulièrement important dans la pérennisation des pratiques incestueuses et dans leur remise sous silence, en institutionnalisant, au moment où Freud et Ferenczi alertaient l'opinion sur l'ampleur des situations d'abus sexuels des enfants dans les familles, des disciplines, dont l'anthropologie et la sociologie, vouées à expliquer au monde l'intérêt supérieur des structures sur celle des situations vécues. Quelques décennies plus tard, dans le sillage ouvert par Lévi-Strauss, l'anthropologie allait asséner que toutes les sociétés interdisent l'inceste. Décrire l'inceste, construire l'objet pour le problématiser, nécessite de prendre ses distances avec l'écriture qui est traditionnellement chargée de le taire. On remarque ici que Ducy incrimine l'anthropologie dans la mise sous le silence des phénomènes incestueux, mais elle semble innocenter la psychanalyse. Pourtant, Lévi-Strauss, il s'est basé sur la psychanalyse freudienne pour formuler sa théorie du tabou de l'inceste. À ce titre, l'anthropologue Gail Rubin considère même que les théories lévi-straussiennes et freudiennes forment un bloc théorique voué à s'auto-vérifier. En effet, là où l'anthropologie élève l'inceste comme un tabou universel, la psychanalyse freudienne, elle explique le processus par lequel tous les enfants et tous les individus apprennent le tabou. C'est la crise d'Oedipienne. Mais Lévi-Strauss, il opère pourtant plusieurs déplacements vis-à-vis de la théorie freudienne. L'analyse de Freud, elle ne se situe pas au niveau de l'alliance et de la parenté, mais bien au niveau du pulsionnel. Il s'agit d'expliquer, du coup, avec le complexe d'Oedipe, le processus par lequel les jeunes enfants ils introjectent le tabou de l'inceste par le refoulement du désir originel pour le parent. En plus du déplacement donc, de la question de l'alliance vers la question du désir, l'anthropologue Alain Testard il souligne que là où la psychanalyse elle s'intéresse plutôt à la prohibition de l'inceste intergénérationnel, c'est-à-dire parent-enfant, l'anthropologie, elle se donne plutôt pour objet la prohibition du mariage intragénérationnel, c'est-à-dire entre frères et sœurs. Mais malgré toutes ces divergences, les théories freudiennes et lévi-straussiennes, elles composent le socle théorique de ce que plusieurs commentateurs et commentatrices, dont moi ici, appellent les théories du tabou de l'inceste. Et donc maintenant qu'on a un paysage bien défini de ce que sont les théories du tabou de l'inceste, analysons maintenant quel biais adultocentriste les traverse. Dans la théorie lévi-straussienne, tout d'abord, en plus de la mise sous silence des violences incestueuses dénoncées par Ducy, qui est déjà un grand biais en soi, on pourrait souligner que le rôle de l'enfant est purement utilitaire, au sens où il sert uniquement d'outil à la régulation des échanges faits entre adultes et par les adultes. En effet, Gail Rubin souligne dans son célèbre article « L'économie politique du sexe, transactions sur les femmes et systèmes de sexe-genre » que la théorie du tabou de l'inceste chez Lévi-Strauss donne à voir des échanges faits par les hommes, entre les hommes, et dont les objets de l'échange sont les femmes. Mais au même titre que Rubin souligne le caractère androcentré de cette théorie, nous devons en souligner le caractère adultocentré. Réguler les transactions ou non d'enfants, en l'interdisant par exemple, revient à considérer l'enfant seulement comme un objet de l'échange et non comme un réel sujet. En outre, là où Rubin elle nomme la théorie lévi-straussienne comme une théorie de l'inégalité des sexes ratée, puisqu'elle porte en elle une explication sociale et non plus seulement biologique de la division sexuelle, on pourrait aussi avancer l'idée qu'elle est une théorie de l'inégalité des âges ratés. En effet, dans la famille, Lévi-Strauss expose la division sexuelle du travail comme antérieure et nécessaire à l'échange des femmes. L'idée de Lévi-Strauss, c'est que la division des tâches selon le sexe est si variable d'une culture à une autre qu'elle ne peut pas avoir une origine naturelle. Elle est donc une production sociale qui a une fonction, et cette fonction, c'est la dépendance réciproque entre les sexes. Rubin, elle en conclut ainsi que la division du travail selon le sexe exacerbe les différences biologiques entre les sexes et par là crée le genre. Mais si donc la théorie lévi-straussienne est une théorie féministe manquée, elle est aussi une théorie enfantiste ratée. Car dans sa théorie du tabou, il n'expose pas simplement la régulation de la circulation des femmes comme objet de la propriété, mais aussi celle des enfants comme objet de la propriété familiale. L'enfant est tout autant que les femmes une ressource symbolique et économique pour les adultes. Et ce que ces théories peinent à expliciter clairement, c'est que cette mise sous propriété, elle cache une relation de domination et de pouvoir entre adultes et enfants.
Une division adulte-enfant qui n'est pas simplement naturelle et biologique, mais aussi sociale, et dont la fonction est la dépendance asymétrique d'une tranche d'âge vis-à-vis d'une autre. Celle-ci, elle vient exacerber des différences biologiques adulte-enfant pour venir justifier la domination adulte. Par domination adulte, j'entends bien entendu la manière dont les enfants sont placés par les adultes en situation de dépendance politique, légale, institutionnelle. On retrouve certains de ces biais dans la théorie freudienne, où l'enfant n'est pas non plus considéré comme un sujet à part entière, mais plutôt comme un objet. Là, je vais revenir sur plusieurs choses qu'a très bien expliqué Daniel, donc je vais essayer d'aller un peu vite. Il sert de support ou de repère symbolique pour les adultes. En fait, on projette sur l'enfant des fantasmes sans vraiment chercher à comprendre son expérience concrète ni ses besoins réels. Or, en posant le fantasme incestueux du côté de l'enfant, qui est celui qui donc refoule le désir originel pour son parent, la théorie du complexe d'Oedipe, dans la théorie du complexe d'Oedipe, en fait, on réduit l'enfant à un agent fantasmatique et on oblitère complètement qu'il puisse être une victime potentielle de l'inceste. Parce qu'en effet, si le désir et la séduction vient de l'enfant et non de l'adulte, l'adulte n'est plus un agresseur. Je pense qu'on a très bien vu ça avec la présentation de Daniel. Moi, je fais référence à quelqu'un que peut-être que tu connais, je ne sais pas, qui est Pierre Niedergang, qui était donc docteur en philosophie, spécialiste de la psychanalyse aussi, qui pose parfaitement cette question dans son article « Oedipe zombie, famille queer, inceste et tradition psychanalytique ». Il y constate que la publicisation et la politisation croissante des violences incestuelles, notamment via le MeToo inceste, a parfois conduit à présenter le complexe d'Oedipe comme un voile jeté sur la réalité des faits. Aborder l'inceste à partir d'un prétendu fantasme de l'enfant à l'égard des parents, n'est-ce pas faire obstacle à la reconnaissance de la violence incestuelle dans ce qu'elle a de plus concret et d'omniprésent? Ici, je le citais. Et en effet, dans la continuité des travaux de Dorothée Ducy, qui considère que la théorie du tabou portée par l'anthropologie structurale contribue à jeter le voile sur l'empiricité des violences incestueuses, est-ce qu'on ne pourrait pas, au fond, dire la même chose du complexe d'Oedipe? C'est ce qu'a, encore une fois, très bien montré Daniel. Cette question, elle se pose d'autant plus que Freud, avant de proposer la théorie du complexe d'Oedipe, il en avait élaboré une première, qu'il a donc abandonnée au profit de l'Oedipe. C'est la théorie de la séduction, et dans laquelle il posait donc l'adulte pervers et les abus sexuels survenus avant la puberté comme cause de l'hystérie. Encore une fois, ça a été très bien exposé par Daniel. Je ne vais peut-être pas revenir trop sur cette question. Donc là, j'avais une citation qui reprenait donc, en effet la lettre à Wilhelm Fliess, etc., peut-être un petit peu plus longue, mais qui reprend bien ce qu'a expliqué Daniel. Je passe du coup un petit peu pour essayer que ce ne soit pas trop une répétition avec ce que vous avez déjà entendu. Oui, pardon. Donc on voit que l'ampleur des biais adultocentristes qui traversent les théories du tabou de l'inceste en anthropologie, en psychanalyse, mais vous pourriez me poser la question, pourquoi est-ce que moi, en tant que jeune chercheuse en philosophie, je m'intéresse à ces théories qui se trouvent en dehors de ma propre discipline, et pourquoi je ne chercherais pas les mêmes biais en philosophie? Et vous auriez tout à fait raison de me poser cette question, donc laissez-moi y répondre. Petite transition. Tout d'abord, je me suis intéressée à ces théories du tabou de l'inceste parce qu'elles ont eu un fort écho en philosophie, où elles ont été reprises sans pas toujours être discutées. On les retrouve notamment chez Judith Butler dans son fameux Troubles dans le genre, ou chez Michel Foucault dans le premier tome de l'histoire de la sexualité, La volonté de savoir. Or, il se trouve que ce sont deux auteurs que je convoque très souvent dans ma recherche. Et chez Foucault, plus précisément, il y a un passage de La volonté de savoir qui a été structurant dans l'évolution de ma recherche. C'est celui que je vous ai mis juste ici et que je vous propose de lire, même s'il est un peu long, il faut s'accrocher. Il écrit « Dans une société comme la nôtre, où la famille est le foyer le plus actif de la sexualité et où ce sont sans doute les exigences de celle-ci qui maintiennent et prolongent son existence, l'inceste, pour de toute autre raison et sur un tout autre mode, occupe une place centrale. Il y est sans cesse sollicité et refusé, objet de hantise et d'appel, secret redouté et joint indispensable.
Il apparaît comme ce qui est hautement interdit dans la famille, pour autant qu'elle joue comme dispositif d'alliance, mais il est aussi ce qui est continuellement requis pour que la famille soit bien un foyer d'incitation permanente de la sexualité. Si pendant plus d'un siècle, l'Occident s'est si fort intéressé à l'interdiction de l'inceste, si d'un accord à peu près commun on y a vu un universel social et un des points de passage obligés à la culture, c'est que peut-être on trouvait un moyen de se défendre, non point contre un désir incestueux, mais contre l'extension et les implications de ce dispositif de sexualité qu'on avait mis en place, mais dont l'inconvénient, parmi bien des bénéfices, était d'ignorer les lois et les formes juridiques de l'alliance. Je m'excuse pour ce passage, Foucault, c'est parfois un peu lourd, mais voilà. Et en fait, dans un premier temps, lorsque j'ai lu ce passage, et notamment quand je travaillais sur mon premier mémoire sur le tabou de l'inceste, j'avais lu dans ce passage comme une sorte de prémisse de la dénonciation de Dorothée Ducy. En gros, ériger l'inceste comme un interdit, mais sous silence l'existence même du désir incestueux, pourtant bien présent dans les familles, puisque les violences sexuelles sont si fréquentes. Mais la participation de Foucault au mouvement de 1978 pour la décriminalisation des rapports sexuels entre adultes et enfants, seulement 2 ans après la publication de ce texte, me posait question. Est-ce que ma lecture n'était pas un petit peu rapide ? Parce que quand Foucault il est auditionné par la commission de réforme du Code pénal, il utilise sa recherche menée dans la volonté de savoir, non pas pour montrer l'invisibilisation des faits d'inceste et de violences sexuelles faites aux enfants en général, mais pour demander la décriminalisation des rapports sexuels entre adultes et enfants. C'est donc cette ambivalence du propos de Foucault qui a motivé l'écriture de mon second mémoire de recherche, qui portait sur la philosophie pro-pédophile des années 70 en France. Et j'entre ainsi dans la deuxième partie de cette communication qui va tenter d'analyser la misopédie à l'œuvre dans ses discours philosophiques sur l'enfance, donc dans les années 70. Dans mon second mémoire de recherche, je me suis concentrée sur les textes et discours de Foucault, ainsi que sur ceux de Guy Hockenheim et René Scherrer, qui font explicitement référence à la théorie foucadienne, pour justifier leur demande de décriminalisation de la figure du pédophile. 2 textes en particulier ont retenu mon attention. L'un qui est présent dans les 10 écrits sous le nom La loi de la pudeur et qui est une retranscription d'une émission de radio donnée en 1978 sur France Culture, qui est accessible gratuitement en ligne sur le site de France Culture si ça vous intéresse, et à laquelle participent conjointement Foucault et Hockenheim, et Coïr, album systématique de l'enfance, qui a été coécrit par Hockenheim et Scherrer et dans lequel ils explicitent leur théorie de l'émancipation de l'enfance par le rapt pédérastique. Or justement, dans cette littérature philosophique pro-pédophile, dans le sens où elle cherche à donner un fondement scientifique aux demandes de légalisation des rapports sexuels entre adultes et enfants, le topos de l'amour y revient inlassablement. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec le sujet central de ce colloque, qui est la misopédie. D'une part, le thème de l'amour, il émerge dans les discours parce qu'on voit proliférer des écrits pédophiliques dans les années 60 qui diffusent dans la société civile l'idée que les enfants ils peuvent avoir des rapports sexuels consentis avec des adultes. Je pense ici à Gabriel Matzneff ou à Tony Duvert. Et d'autre part, on a ces philosophes qui affirment par exemple que seul le pédéraste aime assez l'enfant pour le libérer. Le libérer de quoi, me direz-vous ? Eh bien, d'institutions qui les oppriment, au premier rang desquelles l'école et la famille. En fait, dans un élan freudo-marxiste, cette philosophie elle considère la famille comme le lieu privilégié de la reproduction de la domination des adultes sur les enfants. D'une part, Freud et la psychanalyse ont mis en avant l'existence d'une sexualité infantile, et d'autre part, Marx s'y sert de modèle pour théoriser la domination et l'exploitation, et donc ainsi, la lutte contre le système capitaliste se mue dans la lutte contre l'autorité du père, chef de l'institution familiale qui reproduit le système d'exploitation sur ses enfants dont il est le propriétaire. Et donc, contre la domination adulte et l'inhibition de la sexualité des enfants, doit être pensée leur émancipation. Mais de quelle émancipation parle-t-on ici ? Elle est double et elle fait à chaque fois référence à une forme d'amour.
Alors pour nous qui nous intéressons à la misopédie, c'est-à-dire au mépris, voire jusqu'à la haine des enfants, ce couple amour-haine, il est d'autant plus intriguant, il appelle à l'analyse. La libération de l'enfant, elle passe d'abord chez Ockeghem et Scherer par le rapt. Ils considèrent que cette libération n'émane pas foncièrement du désir du pédéraste pour l'enfant, mais plutôt de l'envie de l'enfant de se dégager du lieu de son exploitation, la famille. Ainsi, ils affirment notamment, dès les premiers mots de l'ouvrage, je vais me dépêcher, que toujours, à l'arrière-fond des rêves d'enfance, scintille l'idée fascinante du rapt. Je vais essayer de passer un petit peu sur cette partie pour pouvoir conclure. Mais donc, c'est donc pour se substituer à l'ordre familial aliénant que les enfants consentent au rapt, et celui qui procède au rapt, eh bien, c'est le pédéraste, celui qui aime assez l'enfant pour les libérer. Je passe un petit peu sur ce que je voulais vous dire sur la loi de la pudeur, c'est pas très grave. Mais du coup, dans cette idée de libération ou d'émancipation de l'enfance au nom de l'amour du pédéraste, il se cache en réalité un des ressorts les plus fallacieux de la misopédie. Car la haine de l'enfance ne s'exprime pas toujours sous la forme de son rejet, de son exclusion ou son invisibilisation. Elle peut aussi se manifester à travers une prétendue exaltation de l'enfant, lorsque celui-ci devient l'objet d'un discours d'amour qu'il dissout en fait totalement comme sujet. Ainsi, la misopédie philosophique, elle ne se loge pas seulement dans le mépris ouvert de l'enfant, mais aussi dans cette volonté d'en faire un réceptacle fantasmatique du désir adulte. L'enfant, il n'y est plus qu'une figure instrumentalisée, une sorte de surface de projection des affects, des pulsions et des utopies politiques des adultes, ici foncièrement bourgeoises et autoproclamées révolutionnaires et libertaires. Voilà, je vais m'en tenir là pour ne pas dépasser trop encore sur le temps. Merci de votre attention. Laurine, pour cette présentation très construite et convaincante. On va prendre vraiment très peu de questions. Donc s'il y en a une, par exemple, ça suffirait. On en a eu beaucoup avant. C'est pas forcément très satisfaisant pour toi, Laurine. Mais allez, ça sera Juliette. Ah. Comme tu l'as évoqué, ça m'a intriguée. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la loi de la pudeur ? En 25 minutes, pas plus. Hein. La loi de la pudeur, du coup, c'est le titre de cette émission de radio. En fait, Foucault, il dit que... oui, c'est un entretien dans une émission de radio. Tout à fait, ouais. Et en fait, c'est une émission de radio où en fait Foucault, Ockeghem et Jean Danet, qui est un avocat, ils prennent la défense donc de la pédophilie. En gros, ils reprennent les arguments qui sont présents dans la lettre ouverte qu'ils ont écrite à la commission de réforme du code pénal, justement pour enlever les articles qui interdisent les rapports sexuels entre adultes et enfants. Voilà, c'est super intéressant. Je recommande la lecture. Un peu lourde, mais intéressante. L'ultime question, Daniel ? Oui, merci beaucoup, c'est passionnant. Tu as évoqué Judith Butler. Oui. Peut-être 2 mots sur Judith Butler. Je serais curieux de savoir ce que tu as lu de Butler. Oui. Comment tu l'as lu ? En effet, dans Troubles dans le genre, en fait, Judith Butler reprend en fait l'analyse de Gail Rubin sur l'hétérosexualité obligatoire, qui est donc une analyse qui est présente dans l'article que je citais précédemment, l'économie politique du sexe, et dans lequel Rubin en fait vient, comme je vous l'ai expliqué, analyser les théories lévi-straussiennes et freudiennes sur le tabou de l'inceste. Et donc en fait on retrouve dans cette partie chez Butler en fait ce que dit Lévi-Strauss sur le tabou de l'inceste presque en copier-coller. Et c'est assez intéressant de voir que Judith Butler quand même laisse passer
sans trop critique cette théorie. Voilà, c'est étonnant, mais en fait, souvent, l'inceste demeure en fait un impensé en philosophie politique et en philosophie sociale. Je pense que la philosophie politique, elle a souvent repris telle quelle la théorie freudienne ou la théorie lévi-straussienne, sans vraiment trop la questionner. Je pense qu'à part Deleuze et Guattari, en effet, avec l'anti-Oedipe, ça a été relativement très peu fait, et donc ça se retrouve chez plein d'auteuristes, dont Judith Butler. Un grand merci encore à Laurine.